Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo d'analyse. On va cette fois-ci passer au crible l'intersaison de l'équipe d'Oklahoma City qui sort d'une très belle saison derrière un Westbrook mutant MVP et qui durant l'été a réalisé de belles acquisitions avec notamment bien entendu l'arrivée de Paul George. Comme toujours, à l'aide de tout un panel de statistiques avancées, on va essayer d'évaluer en quoi les arrivées et les départs vont influer sur cette équipe du Thunder et dans quelle mesure cette équipe va-t-elle être meilleure en 2018 qu'elle ne l'était en 2017. Sans plus tarder, on va tout de suite commencer avec donc l'analyse de cette intersaison. Et commençons par le commencement, comme toujours, avec un diagnostic. Il faut comprendre quelles étaient les forces et les faiblesses d'OKC la saison passée, pour comprendre en quoi l'intersaison a gommé ou accentué certaines forces ou certaines faiblesses, et pour essayer d'évaluer dans quelle mesure l'année prochaine, en 2018, cette équipe sera meilleure. Alors OKC, qui es-tu ? OKC, c'était la 17e attaque de la NBA la saison passée, la 10e défense de la ligue, la 21e équipe au pourcentage au tir réel. C'est la pondération des tirs à 1 point, 2 points, 3 points. Et vous me direz, attends, comment une équipe peut être 21e au tir réel et être la 17e attaque de la ligue? Parce que ça devrait être corrélé. Parce que c'était la meilleure équipe de la NBA au rebond. Donc on était maladroit au tir côté Thunder la saison passée, mais on arrivait à arracher des rebonds offensifs et avoir des paniers en deuxième intention. Ce qui a fait qu'on était la 17e attaque de la ligue. Par contre, 24e équipe de la NBA pour ce qui est des pertes de balles. Donc on perd beaucoup de ballons côté OKC. Seulement la 27e équipe de la ligue pour la génération de passes décisives. Donc assez peu de jeux collectifs. La 27e équipe de la NBA pour le ratio passes décisives, ballons perdus. Donc on fait assez peu de passes décisives, on perd relativement beaucoup de ballons. Donc on a une efficacité dans la rigueur des passes qui n'est pas très élevée. Et on avait le 8e rythme de la NBA. Donc on essayait quand même de jouer vite. Côté OKC, même si on a des intérieurs, des counters, des Steven Adams, qu'on n'avait pas spécialement un dispositif small ball, on essayait quand même de jouer vite la saison passée. C'est pour ça que c'était la 3e équipe de la NBA pour le nombre de points totaux marqués en contre-attaque. Et puis on avait aussi une belle agressivité vers le cercle en étant la 4e équipe qui tentait le plus de lancers francs de la NBA. Donc on compensait un petit peu la maladresse au tir de champ avec des points récupérés sur la ligne des lancers à haut pourcentage. Ce qui faisait que effectivement on arrivait à compenser un petit peu cette maladresse. On le disait, assez peu de passes décisives. L'équipe de la NBA la saison passée avec le moins de circulation du ballon, c'est cette équipe de OKC la saison passée qui générait le moins de touches. Donc le moins de nombre de joueurs différents qui sur une même possession pouvaient toucher le ballon. Donc on avait quelque chose de relativement statique, de relativement figé. Et ça déjà c'est un premier indicateur parce que ça peut être embêtant. Effectivement, moins le ballon est vivant en attaque, plus c'est facile pour la défense adverse de se surcharger, de se focaliser sur la balle parce qu'on sait très bien que les joueurs qui n'ont pas la balle ne vont pas être dangereux parce que le ballon ne va pas circuler. Beaucoup de maladresse en attaque, je vous le disais. Regardez la shooting chart du Thunder la saison passée. Il n'y a pas de rouge. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun endroit du terrain où on a fait mieux que la moyenne NBA. Il y en a juste un tout petit peu ici. Mais globalement, il y a beaucoup de jaune, beaucoup de bleu. Donc, globalement, beaucoup de maladresse. 23e adresse de la NBA dans la zone restreinte, 28e adresse de la NBA dans les tirs à mi-distance, 29e adresse de la NBA pour les tirs tentés above the break. C'est ici, dès que la ligne à 3 points commence à redevenir en arc de cercle, au-dessus du poste de ligne. Beaucoup de maladresse au tir extérieur, et je vous le disais, une équipe qui aime jouer vite, avec, vous voyez, un petit peu moins de 40% des tirs tentés par cette équipe de OKC, qui était tentée
avec encore 15 secondes sur l'horloge des 24 secondes, donc 40% des tirs tentés en moins de 9 secondes. Et quand vous regardez les pourcentages au tir sur ces tirs tentés très rapidement sur l'horloge, vous avez des pourcentages qui sont parmi les plus bas de la NBA. Donc on veut jouer vite, mais quand on veut jouer vite, quand on veut accélérer, quand on veut marquer en contre-attaque, eh bien on a une adresse qui nous place parmi les 20% d'équipes les plus faibles de la NBA. Donc on a pu la saison passée confondre vitesse avec précipitation côté Oklahoma City Thunder. C'est là où je veux en venir. Attaque compliquée, mais défense solide pour compenser. Et c'est ce qui a fait le succès d'OKC. La saison passée, on a beaucoup vu Westbrook avec des paniers, les 50 points marqués, des choses extraordinaires, mais la clé des 47 victoires, parce que OKC, la saison passée, c'est quand même 47 victoires dans une conférence Ouest compétitive, donc vraiment une belle performance. La clé de ces victoires, ça aura été la défense solide et le rebond, qui auront vraiment compensé la maladresse en attaque. 11e défense dans la zone restreinte, ça c'est la shooting chart défensive, donc vous voyez qu'il y a déjà un petit peu plus de jaune et de rouge, donc ça c'est très très bien. 11e défense dans la zone restreinte, 4e défense dans les tirs à mi-distance, et 13e défense pour les tirs au-delà de la ligne à 3 points. Donc globalement, on a été en capacité de bien défendre côté Oklahoma City. Vous allez me dire, attends, c'était pas une super attaque, c'était une défense somme toute correcte, voire même plutôt bonne, et comment ils sont allés chercher 47 victoires? La défense n'a pas tout fait, même si elle a beaucoup contribué. Eh bien, l'année dernière, cette équipe d'Oklahoma City a eu la particularité et la force de réussir à aller gagner les matchs serrés. Regardez la saison passée dans le clutch, dans les clutch statistiques, dans le crunch time, c'est-à-dire moins de 5 minutes à jouer, 4e quart-temps en prolongation, plus ou moins 5 points d'écart. Dans ce contexte-là, le Thunder a eu 26 victoires, 16 défaites en bilan, un très très bon bilan, et le deuxième meilleur net rating, donc différentiel attaque-défense, de la NBA. Et on revoit cette grosse défense, vous voyez, la capacité à limiter l'adversaire direct à 0,96 points par possession dans ces fins de match serrés. Ça a été extrêmement décisif, et à côté de ça, on a un Westbrook qui prenait feu dans les 4e quart-temps, dans les fins de 4e quart-temps, qui propulsait dans son sillage l'attaque d'Oklahoma City à un rendement très 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 élevé, et c'était un numéro de soliste, parce que regardez, dans les fins de match serrés, il n'y a plus de passes décisives. On est à un niveau de passes décisives inférieur à 30%, ce qui est du jamais vu. C'est vraiment un numéro de soliste, le ballon ne circule plus, et c'est tout pour Westbrook, mais ça marchait. Ça marchait, et c'est comme ça qu'Oklahoma City a notamment réussi à arracher 47 victoires en ayant la capacité d'aller gagner des matchs serrés où ça défendait dur, où on ne laissait pas de rebond offensif à l'adversaire, on verrouillait, et derrière Westbrook faisait le boulot en attaque. 2017, l'année Westbrook, l'année du MVP, l'année de tous les superlatifs, de l'exubérance totale au niveau des statistiques. 31 points, 11 rebonds, 10 passes, 2 interceptions par match. Depuis Oscar Robertson, personne n'avait tourné à un triple-double en moyenne par match. Eh bien, c'est corrigé avec Westbrook. 30,6 de PER, donc la productivité sur le terrain, l'un des 20 meilleurs PER sur une saison de l'histoire de la NBA. Plus 15 en box score plus minus. Je vous rappelle que le box score plus minus, c'est un petit peu comme le PER, c'est une stat avancée relative qui va mesurer l'impact d'un joueur sur la feuille de match, et c'est toujours indexé sur 100 possessions et par rapport à la moyenne NBA. C'est-à-dire que si vous avez 0 en box score plus minus, vous êtes un joueur moyen en NBA. Si vous avez plus 5 sur un box score plus minus, vous êtes considéré comme un très bon joueur. Et si à contrario vous avez moins 2, donc vous êtes à moins 2 en impact en dessous de la moyenne, vous êtes considéré comme un remplaçant. Et si vous avez au-delà de moins 5, c'est considéré comme mauvais. Imaginez à plus 15, c'est du jamais vu. C'est le meilleur box score plus minus de l'histoire
de la NBA. Et avec 12 en value over replacement, donc en indice d'indispensabilité pour son équipe, le value over replacement, c'est quoi? C'est en fait le box score plus minus multiplié par le nombre de matchs joués. Parce que vous pouvez avoir un très bon box score plus minus, mais n'avoir joué que 30 matchs dans la saison, et évidemment, vous aurez été beaucoup moins précieux pour votre équipe qu'un joueur qui aurait peut-être un peu moins bon box score plus minus, mais qui aurait joué 80 matchs. Vous comprenez la logique. Plus 12 en value over replacement, meilleur indice d'indispensabilité, j'aime bien l'appeler comme ça, dans l'histoire de la NBA également. Donc un Westbrook qui n'aura jamais autant pesé et contribué au succès d'une équipe que n'importe quel autre joueur dans l'histoire de la NBA, même les Michael Jordan des années 80 à 37 points par match, même les LeBron James de l'époque Cleveland ou de l'époque Miami Heat, n'ont pas fait mieux. Donc extraordinaire saison de Westbrook. Regardez sur le simple rating de 82 games, il est à plus 15. Bref, du hors norme, complètement du hors norme. Quand il était sur le terrain, l'équipe avait en moyenne un rendement offensif à 112. Dès qu'il n'était pas sur le terrain, le rendement tombait à 102. Il y avait un différentiel de 10 unités. Et idem pour la défense, ça défendait mieux quand il était là que quand il n'était pas là, même si défensivement, bien entendu, l'impact est un petit peu moins marqué parce que Westbrook a tendance à se mettre un peu hors de position, à vouloir chercher l'interception, vouloir chercher le contre. Il va se mettre hors de position et du coup, son impact défensif diminue. Bref, saison de mutant, mais ça vous le saviez déjà. Mais c'est vraiment confirmé par les stats avancées. Mais il y a un petit mais, comme toujours. La saison passée, Westbrook a eu le plus haut taux d'usage de l'histoire de la NBA. Donc jamais dans l'histoire de la NBA, un joueur n'a autant eu le ballon en main, n'a autant eu d'opportunités de tenter des tirs, de tenter des choses en attaque. Donc ça peut déjà corréler effectivement l'impact sur la feuille de match. Parce que quand vous avez tous les ballons, évidemment que vous avez plus d'impact que quand vous devez partager la balle. La saison passée, on a aussi un Westbrook qui avait le plus haut taux, en tout cas l'un des plus hauts taux de pourcentage sur de ballons perdus. Donc le plus grand nombre de ballons perdus en moyenne sur une saison, l'un des plus hauts taux de toute la NBA. Donc Westbrook, il a fait beaucoup de passes décisives, on l'a vu dans ses stats, mais attention, il a aussi perdu énormément de ballons en tentant ses passes décisives. Et puis il avait tellement le ballon en main, il était tellement surutilisé en attaque qu'évidemment, plus vous avez la balle, plus vous avez d'opportunités de la perdre, cette balle. Et puis, dans l'histoire de la NBA, parmi tous les joueurs qui ont été à au moins 30 points par match sur une saison, eh bien, vous voyez que Russell Westbrook, depuis que la ligne à 3 points a été introduite en NBA, eh bien, il a le 7e plus petit pourcentage au tir réel de l'histoire de la NBA. Ça n'est pas du tout pour minimiser la saison de Westbrook, parce que je viens de vous montrer qu'il avait une saison mutanesque. C'est juste pour présenter en quoi la surutilisation et finalement les perfs complètement hors normes de Russell Westbrook pour Oklahoma City la saison passée, en quoi ces performances-là, ce numéro de soliste-là, est à un petit peu relativisé. Et c'est pour ça que c'est très important de l'avoir en tête pour bien comprendre OKC la saison passée. Donc, Russell Westbrook, il a mis énormément de points, mais avec une efficacité qui est somme toute relativement moyenne. On est à 47% au tir pondéré à 2 points et 3 points, et il compensait cette maladresse sur les tirs de champ avec une très très bonne adresse au lancer franc. Et c'est sa capacité à provoquer des fautes sanctionnées sur les lancers à 90% de réussite qui a fait grimper un petit peu sa moyenne. Au final, on a un Westbrook la saison passée qui avait cruellement besoin d'aide parce qu'il a voulu tout faire tout seul, et ça s'est bien passé parce que l'Oklahoma City a gagné des matchs, mais dès qu'on est arrivé en play-off, eh bien, ça a montré très très vite ses limites parce qu'il suffisait défensivement d'aller surcharger sur Westbrook pour neutraliser un petit peu cette équipe d'OKC. Donc quel diagnostic, quel bilan on peut tirer de cette équipe du Thunder
au vu de tout ce qu'on a pu évoquer. On avait la saison passée une équipe qui était clairement dans une démarche quantitative et pas qualitative. On joue beaucoup de possessions, on tente beaucoup de tirs, on joue très très vite, on arrose un petit peu massivement en se multipliant les occasions de sanctionner. Ça rentre pas, on essaye d'arracher le rebond et puis c'est finalement en bombardant massivement que de temps en temps on arrive à faire mouche, vraiment pour caricaturer. On a compensé l'inefficacité offensive par énormément de défense et énormément de rebonds, et c'est comme ça qu'on s'en est bien sorti. On a eu un super mutant qui a tenté de tout faire, et qui dans une certaine mesure a tout fait, mais qui n'avait pas le niveau d'efficacité suffisant, notamment dans son adresse au tir, notamment dans sa dextérité, sa capacité à ne pas perdre de balles, pour faire en sorte que cette équipe d'Oklahoma City, elle soit vraiment dans l'élite de la NBA en capacité de passer le premier tour des playoffs. Ce style de jeu, effectivement, ce one-man game, si vous voulez, ce numéro de soliste, ça peut marcher en saison régulière parce que les équipes en face n'ont pas le temps de s'ajuster, ça va très très vite, on joue tellement de matchs que, eh bien, défensivement, on va surclasser les 20 plus faibles défenses de la ligue, mais dès qu'arrive le moment des playoffs, qu'on joue face à l'élite, qu'en face on a des équipes qui font des ajustements, qui sont en capacité de proposer un vrai défi, eh bien, on a vu en quoi, effectivement, ne serait-ce que face à Houston, qui est loin d'être une des meilleures défenses de la ligue, on a vu en quoi le numéro de soliste de Westbrook ne suffisait pas. Il manquait une vraie structure collective, il manquait un apport offensif d'autres coéquipiers. Bref, il manquait vraiment une approche globale. Un joueur seul n'a jamais pu faire gagner son équipe, aussi fort soit-il. Tous les mutants de la NBA, les Michael Jordan, les LeBron James, ont tous eu besoin à un moment ou un autre de coéquipiers efficaces pour aller plus loin et pour aller gagner des titres. Je vous propose qu'on passe maintenant à la deuxième partie, après ce diagnostic, sur les arrivées et les départs. Évidemment, Paul George en ligne de mire, mais il y a eu quelques petits autres ajustements. Le premier, c'est l'arrivée de Raymond Felton. Alors, ça a été très très compliqué d'essayer de résumer les arrivées et les départs du côté d'OKC. Parce que il y a eu un échange en février 2017, avant la trade deadline, où Cameron Payne, Lovern, Anthony Morrow sont partis. On a récupéré Taj Gibson. Après, Taj Gibson est parti. À l'intersaison, Sabonis est parti. Oladipo est parti. Donc très très compliqué finalement d'avoir une vision globale sur quel joueur est une référence en 2017 et par qui a-t-il été remplacé en référence en 2018. J'ai schématisé comme ça. Ça n'est absolument pas parfait, mais c'est la méthode que j'ai utilisée dans cette vidéo. Dans l'importance dans la rotation, Felton, on va dire, remplace Cameron Payne. Paul George va remplacer Oladipo. Ça, c'est plus simple à évaluer. Là, c'est une transaction très très simple. Et dans la foulée, on a un Patrick Patterson qui vient remplacer en fait dans le 5 sur la première partie de la saison Sabonis, mais qui va aussi compenser le départ de Taj Gibson. Donc on a plus ou moins du 1 pour 2 dans cette configuration-là, avec toujours le rôle, le poste, pour essayer d'évaluer les arrivées et les départs. Je vous propose qu'on commence bien entendu, tout seigneur, tout honneur, par l'arrivée de Paul George, qui évidemment se fait en lieu et place de Victor Oladipo. On a la saison passée un Paul George à pratiquement 24 points par match, son meilleur niveau de scoring en carrière, 46% au tir, ce qui est très très bien pour un arrière-ailier, 39% à 3 points, excellent pourcentage à 3 points. On a du 90% au lancer franc, pratiquement 7 rebonds, 3 passes, des stats très très impressionnantes. Oladipo sortait d'une saison lui aussi correcte, 44% au tir, 36% à 3 points. On avait pratiquement 4 rebonds, 3 passes décisives par match et à peu près 16 points marqués. Donc statistiquement, un Paul George évidemment au-dessus, mais un Oladipo qui avait fait quelque chose de correct. Est-ce que les stats avancées de ces joueurs, les
impacts qu'ils peuvent avoir confirment ou non la lecture de ces stats bruts. Eh bien, la saison passée, on avait un Paul George à 20 de PER, donc un excellent niveau d'efficacité sur le terrain, pratiquement 59% au tir réel, donc une belle efficacité offensive, 7 win share, donc une capacité à faire gagner son équipe, et un box score plus minus pratiquement à 3, donc un très bel impact sur la feuille de match, notamment grâce à un impact offensif. On est dans les standards, on est dans la moyenne au niveau de l'impact défensif, mais on a surtout un impact offensif et in fine une value over run placement à 3, donc un très très beau niveau d'impact sur la saison passée. Du côté de l'Oladipo, c'est un petit peu plus nuancé. On est à un petit peu moins de 14 de PER, donc on est en dessous de la moyenne pour ce qui est de la productivité sur le terrain, 53% au tir réel, on a 4 en win share, ce qui reste après tout correct, et on a un offensive box or plus minus offensif et défensif négatif. Donc on a un Oladipo in fine qui a eu une production et un impact sur la feuille de match, que ce soit en attaque ou en défense, finalement en deçà de la moyenne NBA. Donc on a clairement sur la saison passée un Oladipo qui a été un joueur moyen. Voilà comment on pourrait le résumer, à la fois en attaque et à la fois en défense. Et vous voyez que sa value over replacement, elle est pratiquement à 0. Donc on a un joueur qui aura été moyen. Tout simplement pour résumer ça d'une façon extrêmement claire. Un joueur moyen, mais qui aura quand même contribué au succès d'Oklahoma City, notamment en défense. Vous voyez que quand sur le terrain, quand l'année passée, il était sur le terrain, eh bien l'efficacité défensive d'Oklahoma City progressait. Par contre, l'efficacité offensive régressait un petit peu quand il était sur le terrain. Et on retrouve effectivement ce qu'on avait vu dans les stats avancées, un Oladipo qui, avec ses 53% au tir réel, manquait peut-être d'impact dans sa capacité à sanctionner pour porter l'attaque de cette équipe d'Oklahoma City. Et puis du côté de Paul George la saison passée, eh bien, on a à la fois en attaque, et en attaque c'est très 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 marqué, et en défense, un joueur qui quand il était sur le terrain, eh bien, renforçait son équipe par rapport aux séquences où il était sur le banc. Donc vraiment pour schématiser, on a un excellent attaquant la saison passée et défenseur correct du côté de chez Paul George, et on avait la saison passée un attaquant moyen et un défenseur moyen, voire correct, du côté d'Oladipo. Quand on regarde la shooting chart, effectivement, on comprend pourquoi Oladipo n'a pas vraiment impacté OKC en attaque la saison passée. Mis à part, effectivement, ici, dans le coin, et là, à 45 degrés, ou au niveau du poste haut, là, dans l'axe panier-panier, où il avait des pourcentages de réussite corrects. En dehors de ces hotspots, on a un Oladipo qui était très 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 maladroit, beaucoup plus maladroit que la moyenne NBA dans tous ses tirs de champ, même près du cercle, même dans l'axe panier-panier au-delà de la ligne à 3 points, même à mi-distance, on a un joueur relativement moyen, voire médiocre. Et quand on compare avec Paul George, regardez, je pense que c'est assez explicite, on a un George qui est, à contrario d'un Oladipo, complètement dans l'efficacité offensive de quasiment tous les endroits du terrain. Il y a peut-être juste ici dans le coin gauche où c'est pas super, mais on a globalement un George qui fait mieux que la moyenne NBA de tous les endroits du terrain. Et si on met vraiment face à face les deux productivités, eh bien tout près du cercle à moins de 8 pieds, donc on va dire à 2,50 m, à moins de 2,50 m, on a un Paul George plus efficace. À mi-distance, on a un Paul George plus efficace. Dans les 2 points longs, on a un Paul George plus efficace de pratiquement 5 points de pourcentage. Et au-delà de la ligne à 3 points, on a un Paul George plus efficace de pratiquement 3 points de pourcentage. 36%, c'est déjà bien, mais 39%, c'est vraiment excellent. Donc de partout, Paul George est plus efficace en attaque que Oladipo. Et maintenant, dans les différentes composantes des tirs extérieurs, du catch and shoot ou des pull-ups, donc de la réception tir, on me fait une passe, je ne pose pas le dribble, je retire derrière tout de suite,
ou dans des pull-ups, c'est-à-dire je suis en train de dribbler, je sors d'un écran, je ne fais pas de passe, mais je tire en sortie d'écran, eh bien on a également un Paul George qui est plus efficace qu'un Oladipo, et c'est vraiment marqué sur les catch and shoot. Sur les catch and shoot, où il y a plus de 5,5 points de pourcentage d'écart sur les tirs réels entre les deux joueurs. Et pourquoi ça? C'est une excellente nouvelle pour OKC, parce que la saison passée, au niveau des catch and shoot, au niveau des points marqués en réception-tir, vous voyez que cette équipe du Thunder, elle avait le 3e plus faible pourcentage de la NBA, aux côtés des Suns, du Magic, des Bulls ou des Sixers. Bref, pas vraiment les équipes avec lesquelles on a envie d'être comparé quand on évoque l'attaque. Donc on avait l'année dernière une faillite totale d'Oklahoma City dans les catch and shoot, et l'arrivée d'un Paul George qui excelle dans ce domaine, parce que être à pratiquement 60% de réussite au tir réel sur des catch and shoot, vous imaginez, sachant qu'il en a fait beaucoup, 35% pratiquement de tirs tentés en catch and shoot la saison passée, vous imaginez à quel point ça peut impacter favorablement une attaque. D'autant plus que tactiquement, l'équipe d'Oklahoma City utilise énormément les écrans hauts pour Russell Westbrook. Et imaginez un Paul George qui reste ici dans le corner à droite ou à gauche, un Paul George qui prend l'écran, qui va attirer l'aide ici s'il y a une aide sur la première passe pour resservir George, ou bien plus normalement, comme la défense adverse devrait s'ajuster, si Westbrook prend l'écran ici sur la droite, c'est lui qui doit venir fermer dans la raquette pour compenser, et vous imaginez qu'un Westbrook retrouve un Paul George en diagonale à l'opposé, et vous avez un George ouvert à 3 points en catch and shoot qui peut sanctionner. Bref, on a un George qui peut parfaitement s'intégrer dans le dispositif du Thunder. Même séquence ici où, à l'époque où il y avait encore Kevin Durant du côté de OKC, on avait des doubles écrans au poste, et on peut très bien imaginer Westbrook prendre le double écran, fixer, et ensuite un George qui, après avoir posé son écran, ouvre et bénéficie d'une passe de retour d'un Westbrook. Ou bien, autre séquence qui était beaucoup déroulée par cette équipe du Thunder à l'époque où il y avait Kevin Durant, ça commence comme une séquence en horns avec Durant et Adams, donc ici Paul George et Adams au niveau du poste haut. George bénéficie d'un écran de Adams et puis va aller poser un écran sur Westbrook, ouvre après et peut être resservi dans le corner et sanctionné. Bref, dans le dispositif d'Oklahoma City, on n'a aucun mal à imaginer un Paul George s'éclater et bénéficier des fixations d'un Westbrook qui ressortirait sur un Paul George qui serait en avance sur la défense et qui pourrait sanctionner à mi-distance ou à 3 points, ou même fixer, feinte, le défenseur saute, je vais attaquer le cercle et gros dunk. Donc, aucun mal à imaginer un Paul George s'éclater dans le dispositif du Thunder. Et puis, chose inespérée pour Oklahoma City la saison prochaine, eh bien, pendant que Westbrook sera sur le banc à récupérer, on n'aura pas une équipe du Thunder qui aura toutes les peines du monde à trouver un panier. On aura la possibilité de mettre Paul George en locomotive d'attaque sur le terrain pendant que Westbrook sera en train de souffler. Et on pourra mettre les deux stars en opposé et on aura toujours une continuité dans l'attaque qu'on n'avait pas la saison passée, où dès que Westbrook allait souffler un petit peu, eh bien, on n'arrivait plus à trouver quelqu'un pour mettre des points côté OKC. Attention quand même, je tiens à vous le répéter, à ne pas tomber dans la caricature, le banc d'Oklahoma City était nullissime la saison passée. Parce que quand on regarde le différentiel attaque-défense des bancs la saison passée en NBA, on remarque que cette équipe du Thunder a le 17e banc de la ligue. Donc le banc d'Oklahoma City n'était pas nul la saison passée. C'était un banc relativement fort défensivement, et puis Enes Kanter, avec ses qualités, ses défauts, apportait quand même de l'efficacité en sortie de banc et permettait à cette équipe du Thunder d'être beaucoup moins catastrophique
quand les remplaçants étaient sur le terrain, ce qu'on peut imaginer. Là où c'était problématique côté Thunder la saison passée, c'est que effectivement, dès lors qu'on gardait 4 ou 3 titulaires et qu'on mettait 1 ou 2 remplaçants, ça tournait bien. Là où c'était catastrophique, c'est que quand vous aviez l'intégralité du 5 mineur ensemble sur le terrain. Autrement dit, quand on faisait complètement sortir les titulaires pour utiliser pleinement les remplaçants. Là, effectivement, c'était problématique et là, on avait un banc qui était beaucoup trop faible offensivement pour apporter quoi que ce soit. Mais dans son intégralité, notamment grâce à un Enes Kanter, mais grâce à d'autres joueurs, je pense à un Jeremy Grant qui apportait beaucoup de défense et de rebond, on avait quand même, dans sa globalité, un banc qui n'était pas si mauvais que ça, mais qui, dès qu'il était ouvert en intégralité, était catastrophique. Et bien là, avec Paul George, c'est corrigé. Parce qu'on peut très bien imaginer Paul George avec 4 remplaçants autour de lui, et c'est la locomotive de l'attaque, il bénéficie de tous les écrans, et c'est un costume qu'il pourra parfaitement endosser, et dans son sillage, eh bien, il peut apporter effectivement du rendement offensif pendant que Westbrook est en train de souffler. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour Oklahoma City. Et puis défensivement, eh bien, on a un joueur qui, je vous le disais, est tout à fait correct. Regardez la saison passée, quand on analyse le différentiel panier défendu par Paul George versus panier défendu par l'ensemble de la NBA sur les adversaires directs, eh bien, on a un différentiel à 0. Donc on a un joueur qui est dans les standards de la NBA pour son apport défensif. Une belle contestation dans les tirs à 3 points, où on fait à peu près baisser de 1% la réussite adverse. Et puis après, par contre, dès qu'on se rapproche un petit peu plus du cercle, c'est un peu plus compliqué. Mais ça, c'est vrai pour tous les arrière-ailiers, parce que dès lors qu'il y a des mismatchs ou quoi que ce soit, ils sont exposés. Et plus ils sont près du cercle, plus ils sont exposés, et plus c'est difficile pour eux de défendre. Donc défensivement, quand même, quelqu'un de tout à fait correct. Donc Paul George, superbe apport offensif, de l'efficacité au tir extérieur, une défense intéressante, mais dans quelle mesure va-t-il accepter d'être la deuxième option de l'équipe? Lui qui, depuis 3-4 ans, est le franchise player des Pacers et a tous les ballons. Et cuit de des fins de match. Parce qu'on l'a vu, la saison passée, Oklahoma City arrivait très très bien à négocier ses fins de match dans le Hero Ball avec un Westbrook qui tentait tous les tirs. Donc Paul George, dans quelle mesure il va accepter de regarder les bras croisés, pour caricaturer, Westbrook tout tenter? D'autant que, souvenez-vous la saison passée, match 1, premier tour des playoffs à l'Est, CJ Miles a un tir complètement ouvert. Regardez le tir sur cet instantané, il est complètement ouvert, c'est un tir de la gagne. Dans quelle mesure Paul George va accepter de regarder Westbrook tout faire dans les fins de match, quand l'année passée, quand un coéquipier a un super tir pour gagner le match, mais ne le met pas, parce que c'est la loi de l'adresse, même si on a maximisé toutes les opportunités de sanctionner, parfois on ne le met pas, eh bien, dans quelle mesure Paul George va accepter ça, là où l'année dernière, il en avait énormément voulu à CJ Miles d'avoir tenté ce tir. Or, en toute objectivité, Paul George, qui était super bien défendu par LeBron James, qui était en deny, qui l'avait complètement muselé, en toute objectivité, vous ne pouvez pas en vouloir à CJ Miles d'avoir tenté un tir qui s'avère être un tir complètement ouvert. C'était le meilleur tir que cette équipe des Pacers a réussi à avoir dans cette fin de match. Donc en toute objectivité, Paul George doit dire, c'est pas moi qui l'ai eu, mais CJ Miles a eu un super tir, il l'a pas mis, mais c'est le mieux qu'on ait pu avoir. C'est pas ce qu'il a fait. Il en a voulu à CJ Miles parce qu'il voulait être le héros, il voulait avoir le ballon pour briller dans la fin de match. Dans quelle mesure il va accepter de ne pas être le héros, de ne pas avoir les ballons pour briller dans la fin de match, parce que c'est Westbrook qui va monopoliser tous les ballons, on le sait déjà. C'était comme ça à l'époque de Kevin Durant, c'était évidemment comme ça la saison passée, ça ne va pas changer en 2018. Donc ça, c'est une vraie interrogation. Ça, c'est une vraie interrogation sur l'alchimie de cette équipe et du duo Paul George, Russell Westbrook.
Autre arrivée du côté du Thunder, l'arrivée de Raymond Felton. Je vais pas énormément m'étendre parce que même si ce sont des role-players intéressants, même s'ils vont avoir une contribution dans l'équipe de OKC version 2018, ça reste des arrivées mineures. Donc on va très très rapidement regarder les impacts, notamment le PER. On avait la saison passée un Cameron Payne avec du côté d'OKC un très 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 faible PER, 6 de PER, 40% au tir réel, un box score plus minus à -7, donc très 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 en deçà de la moyenne NBA, donc un impact mauvais, malheureusement il faut appeler un chat. Et du côté de Raymond Felton, on a un joueur à 11 de PER, 50% au tir réel, et un box score plus minus qui n'est pas mal, à -1. Donc pour un remplaçant, c'est plutôt pas mal. On est quasiment dans la moyenne NBA. Et on fait mieux que la moyenne pour l'apport défensif. Donc on a un Raymond Felton, même s'il n'est pas connu pour ça, qui, la saison passée, a contribué défensivement à impacter son équipe défensivement. Donc un joueur qui ne va pas arriver pour mettre des points, mais qui peut arriver avec des capacités de playmaking correctes sans être excellente, à effectivement apporter un peu d'énergie, un petit peu de défense. Et puis du côté de l'arrivée de Patterson en lieu et place de Sabonis/Gibson, hein, on glisse les deux dans le package. On a la saison passée un Sabonis, c'est ici la ligne du haut, qui a fait une saison très très compliquée, hein, 7 de PER. 47% au tir réel pour un intérieur. On a un box score plus minus à -5. Donc mauvais. Notamment mauvais par son impact en attaque. Pratiquement -5 en offensive box score plus minus. Donc un joueur qui n'a pas contribué du tout à l'attaque de OKC. Mais défensivement, c'était correct. On était à la moyenne NBA pour ce qui est de l'impact défensif. Et puis à contrario, on a un Patterson qui sort d'une saison à 11 de PER, donc c'est pas non plus extraordinaire, mais un petit peu plus de 54% au tir réel. Et regardez, plus de 65% des tirs tentés par Patrick Patterson la saison passée étaient des tirs à 3 points. Donc on a clairement un intérieur qui pose des écrans et qui s'écarte pour sanctionner à 3 points, avec une adresse à 3 points qui est correcte, qui n'est pas excellentissime, mais qui est correcte, et des capacités de rebond qui sont dans les standards de ceux de Sabonis. Donc on ne sacrifie pas, si vous voulez, du rebond pour avoir un petit peu plus d'adresse à 3 points avec Patterson. On est dans des niveaux corrects, et on a au final, regardez, un joueur qui, sur l'impact offensif et l'impact défensif, a fait une saison un petit peu au-dessus de la moyenne NBA. Donc un joueur relativement intéressant, et qui du côté des Raptors a été précieux, a été impactant pour l'équipe canadienne. Et quand on regarde le simple rating, l'évaluation du site 82 Games, que j'aime bien regarder parce que c'est très très explicite, il n'y a pas photo. Vous avez un Sabonis à -7 quand vous avez un Patterson à +2, donc vous comprenez très très vite qu'en sacrifiant leur rookie et en récupérant un vétéran, cette équipe d'Oklahoma City, du moins à très très court terme, elle récupère de l'impact. Elle récupère de l'efficacité qu'elle n'avait pas avec Sabonis. Et puis, on parlait de Patterson, de sa capacité à poser des écrans, s'écarter à 3 points. Quand on sait et quand on voit, qu'on a vu jouer la saison passée cette équipe d'OKC, et quand on voit le volume extraordinaire d'écran haut proposé par cette équipe du Thunder, donc un intérieur qui monte poser un écran sur Westbrook, on imagine à quel point un Patrick Patterson va pouvoir s'éclater dans ses séquences. Ici, Patterson remplace Ibaka, écran haut, Westbrook prend l'écran, derrière il attire la défense, Patterson il éclate ici à 3 points, et on peut retrouver Patterson. Regardez, si l'autre intérieur reste ici, il gêne le retour du défenseur, et on a un Patterson qui s'éclate et qui sanctionne à 3 points, ou qui peut rester dans les corners sur des drives, on ressort sur lui, il sanctionne. Bref, un Patterson qui, dans le dispositif d'Oklahoma City, comme Paul George, va pouvoir s'éclater et sanctionner à 3 points, et ça c'est bien, parce que je vous rappelle
que l'adresse extérieure d'OKC la saison passée était catastrophique. C'est l'heure du bilan. Tout ça, pour ça... Alors, Oklahoma City, plus fort ou moins fort la saison prochaine? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de développer dans cette troisième partie consacrée au bilan. On fait le bilan calmement, en se remémorant chaque instant. Problème d'attaque la saison passée. Problème d'efficacité offensive. Problème de tir extérieur. Pas de problème, que des solutions. On va vous chercher Paul George. Oklahoma City avait une énorme lacune. C'était une lacune d'efficacité offensive. On le disait, 17e attaque. Et grosse lacune en adresse extérieure. Eh bien, on a une faiblesse. On va essayer de gommer cette faiblesse. C'est exactement ce qu'on a décidé de faire du côté de OKC en récupérant Paul George. Un Paul George qui vient apporter son efficacité offensive, eh bien pour tirer l'attaque d'Oklahoma City vers le haut. L'équipe en avait besoin, donc ça, c'est très bien. On a défensivement des capacités de défense et de rebond qui restent élevées. C'est-à-dire qu'on a sacrifié des Taj Gibson, on a sacrifié des Oladipo, qui étaient des défenseurs corrects, et on n'a pas, entre guillemets, en contrepartie, récupéré des passoires défensives. On a maintenu ce qui faisait la force de l'équipe, de très bonnes capacités de défense et de très bonnes capacités de rebond, et on est complètement dans la continuité de cette force en 2018 par rapport à 2017. Donc ça, c'est très très bien. J'avais fait un petit calcul des dispositions de l'équipe au rebond, et j'étais arrivé à la conclusion, petite recette fait maison, que la saison prochaine, donc en 2018, Oklahoma City s'était affaibli de 7% au rebond. C'est pas énorme, mais ils ont quand même perdu Lovern, ils ont quand même perdu Sabonis, Taj Gibson, donc ils ont perdu 3 intérieurs, ils ont récupéré Patterson, donc entre guillemets l'équipe est partie un petit peu plus vers des ailiers et des extérieurs que vers des intérieurs comme ça pouvait être avant. Donc au final ils vont perdre un tout petit peu en rebond, mais un Paul George est un très très bon rebondeur, un Patterson n'est pas un mauvais rebondeur, et on est dans la continuité, dans les qualités de rebond par rapport à 2017. Toujours à l'aide des stats avancées et à l'aide d'une petite recette maison secrète fabrication Made in Blight. Mes projections de cette équipe d'Oklahoma City 2017-2018. Eh bien, l'équipe va passer de la 17e attaque à la 8e ou 10e attaque, entre 8 et 10. Donc on va faire effectivement un bond en avant dans les capacités de scoring. C'était une faiblesse de l'équipe, elle est corrigée, c'est très très bien. En défense, on avait la 10e défense de la NBA la saison passée, et c'est pareil, on va se maintenir entre la 8e et la 10e place défensivement, parce que on ne s'est pas spécialement affaibli, comme je vous l'ai démontré, dans ce compartiment. Et au final, en projection, on va avoir un bilan entre 50 et 53 victoires, toujours avec les stats avancées, calcul perso, si bien sûr on a des rendements de joueurs en 2018 qui sont sur les bases de 2017. C'est le principe des projections. Un joueur peut prendre feu, mais ça a une dimension complètement imprévisible, donc on ne peut pas l'anticiper. Et à contrario, un joueur qui était très fort peut complètement s'écrouler et impacter négativement son équipe. Donc le principe des projections, c'est sur les standards 2017, on imagine ce qui se passe en 2018. Et dans ces cas-là, on est entre 50 et 53 victoires. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup plus que les 47 de la saison passée. Oui, mais attention, n'oubliez pas que la saison passée, Oklahoma City a gagné énormément de matchs serrés. Dans quelle mesure ces matchs serrés gagnés sur le fil la saison passée, eh bien cette équipe d'OKC va encore réussir à les gagner la saison prochaine. Quand le sort d'un match se joue à quasiment rien, la probabilité, si vous deviez rejouer ce match, que le sort du match soit le même, eh bien évidemment est beaucoup moins élevé que quand vous gagnez de 20 points d'écart. Vous comprenez mon raisonnement. Donc, le fait qu'Oklahoma City ait gagné beaucoup de matchs serrés la saison passée a permis à l'équipe, si vous voulez, d'avoir
un nombre de victoires un petit peu au-deçà de ce que son nombre de victoires ramenées entre les qualités d'attaque et les qualités de défense devait être. Donc la marge de progression en victoire, pour ce qui est purement du nombre de matchs gagnés la saison prochaine, elle n'est pas si marquée que ça. Parce que dans le meilleur des cas, d'après mes projections, Oklahoma City, dans une conférence Ouest extrêmement compétitive, ne l'oubliez pas, ne gagne que entre 3 et 5-6 matchs de plus que la saison passée. Mais ces quelques victoires en plus n'auront pas été dues à, entre guillemets, des miracles dans des quatrièmes quart-temps au buzzer, mais grâce à une progression des qualités d'attaque, avec bien entendu l'arrivée de Paul George, et un maintien des qualités de défense. Et ça, quand vous êtes dans le top 10 en attaque et dans le top 10 en défense, eh bien, c'est poser les bases de beaucoup plus de sérénité pour ce qui est d'approcher et d'attaquer les playoffs. Et on a effectivement une équipe d'Oklahoma City qui sera beaucoup mieux équilibrée et beaucoup mieux armée pour passer le premier tour des playoffs et donc faire mieux que la saison prochaine. Donc 2017-2018, on a clairement une équipe d'Oklahoma City qui s'est renforcée. On maintient le bon niveau défensif de la saison passée, mais on gagne à côté de ça en efficacité offensive. Westbrook va avoir un petit peu moins la balle, va tenter un petit peu moins de choses en attaque, mais c'est une très bonne nouvelle pour les fans de Westbrook et pour les fans d'Oklahoma City, parce que on va le décharger un petit peu du fardeau offensif, un fardeau offensif qu'il assumait, mais je vous l'ai montré, à un niveau d'efficacité qu'il ne le place pas parmi l'élite de la NBA, parce qu'il est encore trop maladroit au tir, parce qu'il perd encore trop de ballons, et donc, avoir moins le ballon en main, ça veut dire aussi manquer moins de tirs, perdre moins de ballons côté Oklahoma City, et c'est répartir un petit peu plus équitablement dans l'équipe les tickets tirs, notamment en donnant beaucoup plus à Paul George, c'est donc multiplier les dangers en attaque, et c'est donc rendre cette équipe du Thunder beaucoup plus difficile à défendre qu'elle ne l'était la saison passée. Donc c'est une très bonne nouvelle que Russell Westbrook ait moins de tickets tirs. Ça va contribuer à augmenter l'efficacité offensive de l'équipe, et ça va peut-être même permettre à Russell Westbrook de se reconcentrer dans des séquences où il pourra maximiser son impact, maximiser son apport offensif, et il ne sera pas obligé d'être tout le temps la locomotive. Il pourra un petit peu effectivement partager ce fardeau avec un Paul George. 2017-2018, on se renforce. Mais au-delà, quel avenir? Parce que on a raisonné à très très court terme du côté du Thunder en récupérant Paul George, mais au-delà de l'été 2018, quel avenir pour l'équipe? Parce que Paul George, il a une année garantie en 2017-2018 et après il a une option joueur sur son contrat. Une option joueur qu'il n'activera pas pour aller tenter le marché des agents libres et espérer obtenir un contrat max. Donc espérer obtenir 30 millions de dollars la saison. Il a déjà annoncé qu'il voulait jouer aux Lakers. Donc est-ce qu'il va vraiment, à l'été 2018 dans un an, quitter Oklahoma City pour rejoindre Los Angeles? Si c'est le cas, Oklahoma City ne perdra contre rien. Quid aussi de Enes Kanter, qui est dans la même situation que Paul George. Il a une année en option. Les dernières nouvelles laissent à penser que Enes Kanter va activer cette dernière année en option, parce qu'il sait très bien qu'en étant remplaçant, et que le statut de remplaçant et le fait de gagner 18 millions de dollars la saison, c'est un peu incompatible. Donc il sait très bien que s'il retente le marché des agents libres, il aura du mal à trouver un meilleur contrat. Donc il va peut-être privilégier la sécurité à court terme et activer ses 18 millions. Quid aussi de l'extension de Westbrook. Westbrook était éligible à la même disposition que Steph Curry ou James Harden dans la validation d'une extension avec la Designated Veteran Extension, donc il pouvait prétendre au contrat max du max, même s'il n'avait pas l'ancienneté NBA pour l'activer. Eh bien, pour l'instant, il n'a toujours pas signé cette extension. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que dans un an, quoi qu'il arrive, donc à l'été 2018, Westbrook, il a accumulé 10 années d'ancienneté en NBA.
Et quand vous avez 10 années d'ancienneté en NBA, vous êtes éligible au contrat max. Vous n'avez pas besoin de remplir les critères des Designated Extension où il faut être MVP, meilleur défenseur ou All-NBA. Plus de 10 ans, vous pouvez prétendre à 35% du salary cap. Donc Westbrook est en train de se dire pourquoi signer une extension maintenant alors que de toute façon, je peux bénéficier du contrat max dans un an. Et puis Westbrook est en train de se dire si je signe une extension de 5 ans maintenant, cette extension va courir jusqu'à ce que j'ai 34 ans. Est-ce qu'à 34 ans, je serai encore en capacité de renégocier un gros contrat, sachant que je suis un joueur explosif, je suis un joueur qui mise sur mes qualités physiques. À 34 ans, je n'aurai plus ces qualités physiques-là. Vraisemblablement, je n'aurai pas développé mon tir extérieur. Donc je risque d'être coincé. Et Westbrook est en train de se dire, est-ce que j'aurais pas intérêt à attendre l'été 2018, signer un contrat de 2-3 ans, j'arrive après en resignature à 31 ans, où je suis encore au cœur de ma forme, et là à 31 ans, je signe un contrat de 5 ans. Vous voyez, on est peut-être en train de faire des calculs comme ça, de négociation de fin de carrière du côté de Westbrook, et ça, eh bien, ça peut générer de l'incertitude du côté d'Oklahoma City, même si Westbrook a dit qu'il ne s'imaginait pas absolument ailleurs qu'Oklahoma City. Dans quelle mesure, si la saison prochaine, Paul George s'en va, et on a de nouveau un effectif qui est relativement pauvre, dans quelle mesure un Westbrook qui, effectivement, a quand même un statut de superstar, va accepter de jouer dans cette équipe faible. En 2018-2019, si Enes Kanter active son option joueur et si Russell Westbrook re-signe, on n'a plus que 17 millions pour recruter. 17 millions, sachant qu'on a plein de trous dans l'effectif parce qu'on a des joueurs qui sont arrivés en fin de contrat. Avec 17 millions, vous n'avez pas assez pour recruter une superstar. Au mieux, vous recrutez un ou deux role-players corrects, et après, vous bouchez les trous avec des vétérans ou des rookies. Donc les perspectives de développement de cette équipe d'Oklahoma City, après l'été 2018, eh bien ces perspectives-là sont relativement faibles. Alors, il y a un scénario idéal. Paul George accepte de rester, parce qu'il se plaît bien à Oklahoma City, parce que ça marche bien avec Westbrook, parce que les Lakers, eh bien, ils seront peut-être partis sur un autre poisson, sur un LeBron James. Au point où on est la NBA, maintenant, je me dis que tout est vraiment possible. Et du coup, eh bien, il y aura peut-être que Oklahoma City comme équipe vraiment attractive en capacité de proposer un contrat max à Paul George. Scénario idéal, Paul George reste, Westbrook reste. Derrière, on a Enes Kanter, mais pas impossible qu'Oklahoma City l'utilise en monnaie d'échange pour récupérer un autre joueur de qualité. Et on a effectivement une équipe du Thunder qui reste très très compétitive. Mais il y a un autre scénario qui est beaucoup plus problématique, c'est effectivement Paul George s'en va sans laisser de contrepartie à cette équipe du Thunder. Et derrière, on a assez peu de flexibilité pour recruter. Et on a possiblement de nouveau une équipe d'OKC qui reste correcte, mais qui n'est absolument pas en capacité de jouer des coudes dans une conférence Ouest où les Warriors seront toujours au top, où les Nuggets, les Rockets, les Timberwolves, pourquoi pas aussi les Lakers se seront renforcés et où ça sera vraiment compliqué de continuer à espérer truster les meilleures places, hein, avec les Spurs, les Clippers, etc. Donc beaucoup d'incertitudes après l'été 2018. C'est là où je voulais en venir. L'après est quand même très 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 riche en incertitudes. Toujours est-il qu'on a fait un pari du côté d'Oklahoma City. Si on fait tapis sur 2017-2018, on mise tout sur la saison prochaine. L'équipe, effectivement, s'est renforcée, elle est bien équilibrée, elle est compétitive. Ça sera une équipe intéressante à voir jouer. Comment l'alchimie va se créer dans le duo Russell Westbrook-Paul George. Westbrook peut être à la création en attaquant le cercle, en fixant la défense pour ressortir sur un Paul George qui sanctionne sur des réceptions tir. On a un Paul George qui peut tenir la boutique pendant que Westbrook souffle sur le banc. Tout ça semble cohérent et effectivement les deux joueurs semblent complémentaires. Et ça, c'est la théorie. Dans quelle mesure la réalité des faits matchera cette théorie, eh bien, on suivra ça de très très près. D'ici là, eh bien, bonne fin d'été, bonne rentrée, et évidemment, bon match à tous.